Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Des univers diversifiés. Différents univers existeraient et représenteraient des habitats propres, avec leurs dimensions spécifiques. Notre univers physique serait lui aussi extrêmement fourni en zones habitées. Notre seule galaxie, composée de centaines de milliards de systèmes planétaires, représenterait à elle seule un foisonnement extravagant de civilisations. Certaines de ces civilisations seraient comparables aux nôtres. Il y en aurait qui seraient en retard par rapport à notre longévité sur notre planète. Cependant que d'autres civilisations seraient bien plus en avance, et ce, de plusieurs millénaires. Quelques-unes des sociétés organisées auraient des aspects humanoïdes, et des autres auraient des apparences assez déconcertantes pour nous. Or, l'univers physique serait constitué de plusieurs milliards de galaxies dont la plupart seraient bien plus volumineuses que la nôtre. Des civilisations, bien que d'apparence humaine, seraient constituées d'une biologie complètement étrangère à la nôtre. Pourtant, certaines sociétés humanoïdes seraient d'une ressemblance complètement identique, au point de pouvoir se confondre avec nous, si elles se trouvaient parmi nous. Toutefois, il faut convenir que le plus grand secret reste la règle, sur notre planète, concernant ces vies diversifiées extraterrestres. Tous les gouvernants s'emploient, officiellement, à feindre d'ignorer cette réalité. Pendant que tous les moyens officiels d'information s'efforcent de ridiculiser toutes les personnes de bon sens, cherchant à rendre compte de leurs investigations dans ce domaine. Il convient évidemment de reconnaître qu'il serait bien malaisé d'admettre que des vaisseaux extérieurs à notre planète circuleraient en toute quiétude dans le ciel de tous les pays de notre Terre, sans avoir à répondre aux exigences d'identifications aériennes. Ignorer ces présences est la solution la plus facile, puisque de toutes les façons aucun pays n'est en mesure de prendre quelque moyen coercitif que ce soit, pour les en dissuader. La politique de l'autruche semble avoir été adoptée par tous et partout. C'est évidemment très regrettable d'un point de vue scientifique. Et cela sera encore beaucoup plus regrettable lorsqu'il faudra bien, un jour, admettre cette réalité. Notre niveau technologique leur serait de très loin inférieur, quoique, depuis plusieurs décennies, la technologie humaine ait fait un bond de géant, d'ailleurs comparable à certaines grandes civilisations du passé. Les explications officielles, concernant ces sociétés passées, apparaissent bien obscures, lorsqu'on cherche à les comprendre. Les explications données sont bien peu convaincantes au regard de leurs archives. Y aurait-il eu des implications extérieures, auparavant et aussi maintenant? Y aurait-il seulement des voyageurs intéressés par la visite de notre planète? Ou feraient-ils des excursions à partir de leur tour opérateur? Le mensonge par omission de nos responsables, économiques, religieux, politiques et sociologiques, serait peut-être simplement une prise de conscience sur les risques encourus, à leur encontre, à devoir dévoiler la vérité aux populations. Il nous faut bien admettre que la moralité globale sur notre Terre serait particulièrement déficiente, si nous cherchions à nous référer à de tels visiteurs aussi discrets. Il conviendrait, sans doute, d'abord de nécessairement préparer les populations à l'existence des civilisations de l'espace. Et puis, depuis plus de 70 ans de mensonges, il serait bien difficile à nos représentants de pouvoir expliquer une telle cupidité. Et pourtant, il faudra peut-être bien y parvenir. Le plus simple, pour être préparé à ces existences, serait tout simplement de chercher à démontrer leur inexistence. Toutes les personnes qui se sont attelées à cette tâche, moi y compris, ont été contraintes de devoir admettre leurs erreurs de jugement du départ. Bien évidemment, pour ce faire, il convient d'être pragmatique et d'un esprit ouvert. Toutes les personnes se requérant d'un dogmatisme religieux ne peuvent pas admettre cette réalité. Mais il en va de même pour tous les dogmatiques, qu'ils soient politiques, économiques ou scientifiques. Pouvoir laisser de côté tous ces formalismes enseignés, et qui ont inculqué leurs valeurs arbitraires n'est pas aussi facile. Des entités chercheraient elles aussi à nous faire progresser, par certains apports technologiques, vers un avenir plus moralisant. Tout effort de spiritualisation, extérieur au dogme énoncé, n'est pas acceptable, pour ceux-là même, qui recherchent en permanence et par tous les moyens, à déclencher des conflits armés sur la Terre. Tous les dogmatiques préfèrent l'obscurantisme à l'ouverture d'esprit afin de pouvoir maintenir leur prédominance sur les populations.
Le bourrage de crâne est si permanent dans tellement de domaines qu'il apparaît bien vain de chercher à s'y soustraire. Après des études approfondies, il devient évident que les systèmes religieux auraient leur cause dans la venue des extraterrestres alors déifiés. Une grande spiritualité de certains de ces visiteurs pourrait toutefois se trouver en opposition avec nos propres dogmes, dont le niveau de moralité serait particulièrement déficient. La violence et la haine sont souvent les bases de notre société. La terreur et la peur sont à tous les échelons de notre organisation sociale. Des techniques de contrôle des populations sont très efficaces, par l'utilisation de tous les moyens possibles dont les gouvernants de l'ombre disposent. Les manipulations sont extrêmement diversifiées et convaincantes. Le libre arbitre en est particulièrement affecté. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Des planètes diversifiées. Toutes les planètes seraient susceptibles d'être habitées. Ces zones d'habitabilité diversifiées pourraient correspondre à des exigences particulières, pour chaque entité, mais aussi pour chaque niveau de spiritualité et de conscience. La nécessité d'apprendre et de connaître semblerait être la règle fondamentale des univers. Chaque planète, de chaque univers, serait alors susceptible de correspondre à une possibilité particulière d'évolution. Différents niveaux de progression y seraient ainsi accessibles. Ce que l'humanité désigne sous le terme de « Dieu » ressemblerait plus à une source énergétique de référence qu'à un « être » décideur de tout. Des niveaux de fréquence ou de vibration seraient diversifiés et accessibles aux êtres correspondant à ces niveaux. Les niveaux de la spiritualité ne seraient connus que par ceux qui correspondraient à des hauts niveaux. Chaque planète détiendrait un niveau de spiritualité possible pour l'organisation spirituelle de chaque espèce évolutive. La spiritualité correspondrait à divers niveaux évolutifs. Elle correspondrait également à des niveaux de prise de conscience sur les états physiques, physiologiques et psychiques de chacun. La vie physique correspondrait à une nécessité d'évolution. L'absorption de substances nocives à la santé représenterait, par contre, une inconscience à la nécessité de sauvegarde des différents niveaux évolutifs individuels. Les diverses pollutions, subies ou délibérées, seraient autant d'entraves à un parfait processus évolutif. Tous les processus négatifs, y compris les formes de pensée, sont des entraves à un équilibre globalisé individuel et collectif. Les formes de pensée représentent des modèles énergétiques qui ont une influence dans tous les domaines et dans toutes les directions. Chaque planète répercuterait tous les modèles d'influence. Il semblerait indispensable de partir du principe que tout, dans notre univers physique, serait interconnecté. D'après ce principe, toute influence positive serait constructive pour chaque unité, mais aussi pour tous les ensembles. Cultiver la cordialité plutôt que la haine serait beaucoup plus productive. Prendre conscience des effets néfastes et expliquer leurs effets le serait également. Éveiller sa conscience et celle des autres procède du même processus positif. Dénoncer les actions néfastes serait, par voie de conséquence, une obligation à l'éveil des consciences. Les expériences successives permettraient d'aboutir à un niveau supérieur de sagesse. Plus les actions sont positivées et moins les forces négatives ont d'emprise. Si des éléments négatifs cherchent à entraver chaque action positive, c'est que cette action est primordiale à l'aboutissement de la conscience. Chaque énergie positive dégagée a son importance. A contrario, les pensées négatives accroissent le désordre en l'approvisionnant. Toutes les formes de chaos ne sont que l'expression des inactions positivées. Les dogmes établis sont autant de mensonges servant à l'esclavage des masses pour le seul profit des oligarques qui agiraient dans l'opacité qu'ils sont créés. La connaissance, pour l'épanouissement de chacun, doit être accessible à tous, sans entrave. Chaque planète pourrait n'être qu'un réceptacle utile à la plénitude. Chacun doit être en mesure d'adapter son comportement en fonction de ses propres exigences, dès l'instant où ces exigences sont en conformité avec des actions positives et utiles à l'ensemble des consciences. La complaisance est bien plus favorable que la dénégation. Toutes les planètes passeraient par un processus de transformation, pour y augmenter sa fréquence. Il s'agirait tout simplement d'un moyen, naturel, de l'évolution. L'univers, dans son entier, aurait également la nécessité d'évoluer. Plus la fréquence de notre planète augmente et plus le processus évolutif de chacun s'accroît. Il s'agit bien évidemment d'une force spirituelle qui n'est pas à confondre avec les actions physiques, naturelles.
L'énergie spirituelle qui est en œuvre à tous les niveaux permettrait de combattre les forces négatives qui se manifestent. Notre Terre ne serait pas qu'une simple géographie de continents et de pays s'affrontant en permanence selon une volonté destructrice de ses dirigeants. Les énergies basses, oligarchiques provoqueraient des troubles sur les masses humaines et ne pourraient être opposées que par des énergies hautes, opposées, émanant des populations en rébellion. Seule l'énergie spirituelle du développement individuel serait donc en mesure d'apporter les bases nécessaires. Aucune dimension supérieure ne serait accessible tant qu'il y aurait des blocages psychologiques. Toute personne arrogante, haineuse et égocentrique ne peut capter les hautes énergies. Elle serait bannie provisoirement, en demeurant dans une incapacité évolutive jusqu'à une vie ultérieure portant sur de nouvelles expériences et expérimentations. Chacun aurait l'impérative nécessité de se débarrasser de ses précédents schémas négatifs pour pouvoir évoluer. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Des entités diversifiées. Certaines entités seraient tellement éloignées de notre biologie, qu'elles ne correspondraient plus à nos niveaux d'exigence de notre propre habitabilité. Divers niveaux d'intelligence progresseraient sur différentes planètes au travers de notre galaxie, mais aussi à travers des autres galaxies de l'univers physique, et peut-être même, aussi à travers d'autres niveaux d'univers qui nous seraient inconnus. Notre Terre serait continuellement visitée par des entités extrêmement diversifiées. Ces visites iraient en s'amplifiant. Les concepts de démocratie et de droits de l'homme leur apparaîtraient en totale contradiction avec nos armements et nos guerres continuelles. L'état de santé de notre planète les inquiéterait autant que notre avenir. Une réponse la plus rationnelle possible serait envisagée au regard de nos turpitudes, eu égard à nos nouvelles ouvertures vers d'autres schémas permis par la vie. Des témoignages très surprenants seraient d'un très grand intérêt pour la sauvegarde de notre avenir. Plusieurs personnes sembleraient avoir été contactées par ces entités dans le but d'obtenir des informations les plus précises possibles sur nos modèles sociaux. De nombreuses de ces personnes auraient étrangement disparu pour ne réapparaître que quelques années plus tard, et ce, à plusieurs reprises. Diverses personnes auraient ainsi été enlevées, pour être transportées sur d'autres planètes ou d'autres zones d'habitabilité. Ces personnes, placées dans des habitacles indépendants au cours de leur déplacement, seraient enveloppées d'une sorte de gélatine, à l'intérieur d'appareils, et en état léthargique. Elles n'auraient pas eu conscience du temps passé dans ces conditions. Elles auraient ensuite été transférées dans une zone d'habitabilité réservée, leur permettant de rencontrer d'autres personnes de leur pays, déjà installées là. Elles se seraient retrouvées également entourées de petites entités très attentionnées à leur égard. Les terriens, déjà présents, étaient chargés d'expliquer le fonctionnement du nouvel environnement auquel ces nouveaux venus étaient confrontés. Des zones énergétiques étaient disposées pour pouvoir accéder à des savoirs supérieurs et inconnus des néophytes. Des instructeurs étaient également à disposition pour pouvoir répondre aux questions de ces nouveaux voyageurs déconcertés par cet environnement. Les locaux des extraterrestres ne seraient pas accessibles à cause des particularités de vie ne correspondant pas aux terriens. Les entités d'instructeurs pourraient se déplacer dans les zones réservées aux terriens, dans des conditions adaptées. Certaines entités n'auraient pas besoin de respirer ni de manger. L'énergie dont ils auraient besoin leur serait fournie par une zone énergétique spécifique. Certaines seraient dépourvues d'organes sexuels. Leurs apparences seraient très diverses. Les niveaux de connaissances prodigués aux terriens seraient difficiles à expliquer. Un cerveau central était à leur disposition pour les instruire. La particularité de ces enlèvements serait de conditionner les nouveaux venus terrestres à exercer ensuite des contacts, une fois revenus sur leur planète, pour pouvoir y divulguer l'enseignement qu'ils auraient reçu. La globalité de l'univers physique est exclusivement composée d'informations. L'information serait orientée d'une façon aléatoire pour chaque planète. Cette information centrale aurait pour rôle de contrôler le vivant et de l'orienter. Cette information ferait exister le cosmos d'une façon éternelle, cyclique. L'énergie et la matière en expansion s'y confondraient. Chacun d'entre nous ne serait qu'une énergie-matière, résultant de l'information du cosmos. Un cycle éternel de compression-expansion régirait le physique à partir de l'information. Chaque cycle de vie de chaque étoile provoquerait une fin provisoire des modèles de vie se trouvant dans les systèmes planétaires qui les accompagnent.
Les entités, ayant connu l'arrêt de leur système solaire, se seraient donné pour mission de changer les codes d'information par la connaissance. Aussi auraient-elles décidé d'améliorer la vie dans le cosmos, à l'aide d'une méthode rationnelle et logique par la connaissance et la recherche permanente. Ils interviendraient aussi dans le processus global de l'information régissant le cosmos. Des espaces de vie de certaines entités seraient également situés dans notre système solaire. Leur vaisseau serait constitué d'une énergie matière pure, où ils se seraient réfugiés, après que leur planète ait cessé d'exister. Certaines de ces entités considéreraient ne pas devoir se faire identifier. Des terriens d'origine vivraient en permanence avec elles. Un grand nombre de ces terriens seraient en cours de mutation en adoptant une nouvelle morphologie. Il n'apparaît pas rationnel, à des entités, de devoir intervenir sur l'évolution des planètes ni de ses occupants. Des contacts s'opéreraient avec d'autres entités, mais pas de façon systématique. De nombreux extraterrestres n'effectueraient que des passages d'observation et de collecte de renseignements. La nourriture de chaque habitant des diverses planètes serait réalisée dans les vaisseaux de ces entités supérieures externes, et serait reproduite à partir des aliments naturels rapportés et mis à leur disposition, par la transmission de ces modèles d'information. Le foisonnement des modèles exponentiels du développement de la vie sur notre planète intriguerait certaines entités ne comprenant pas les raisons ni l'utilité d'une telle biodiversité. Ils en connaîtraient le processus d'élaboration, mais pas les raisons de ces informations, apparemment spécifiques à notre planète. Parce que certaines entités seraient totalement dépourvues d'émotions, elles seraient intriguées par nos modèles émotionnels particuliers. Leur rationalité les empêcherait de s'intéresser à l'avenir des autres habitants des planètes visitées, mais ces visiteurs seraient très intéressés à la compréhension des divers modèles du fonctionnement mental des espèces rencontrées. La plupart des planètes ne connaîtraient pas nos diversités de sociétés comprenant des langages aussi distincts. Leur conception serait exclusivement rationnelle et logique, dans leur appréhension de la vie. Leur vie justement serait quasi immortalisée, pour tous ces voyageurs de l'espace. Il en serait de même pour les terriens consentants, établis dans ces nouveaux systèmes de vie. Les terriens ainsi capturés seraient conscients de l'extraordinaire exception qui leur serait donc offerte, en dehors des missions qui leur sont dédiées sur la Terre. Ils ne manifesteraient aucune intention pour un retour définitif sur leur planète. À l'intérieur de ces immenses vaisseaux du cosmos, il existerait une rotation permettant une gravité approximativement équivalente à celle de la Terre. Une analyse permanente de chaque individu assurerait le transfert de l'énergie dont il a besoin. Les terriens seraient alimentés selon les modèles normaux de nourriture, liés à son espèce, mais aussi agrémentés de compléments énergétiques. Les interventions physiologiques seraient constantes pour la réparation ou les changements neuronaux et cellulaires correspondant à chaque espèce. Chacun, ayant accès à un cerveau central, peut y déposer une partie de ses informations personnelles pour désencombrer son propre cerveau, lui permettant ainsi d'accéder à d'autres niveaux de connaissances. Le cerveau central servirait de zone de stockage collective. Des allers-retours vers la Terre seraient effectués au cours de périodes définies. Des missions seraient organisées pour les terriens afin qu'ils puissent récolter des informations particulières dont les entités externes auraient besoin de connaître. Il aurait toutefois été indiqué aux terriens, en mission de renseignement, de ne rien révéler de leurs expériences avec des entités externes. Étudier semblerait être l'activité essentielle des terriens à bord des vaisseaux extraterrestres. Il leur faudrait connaître les secrets de l'univers et accéder à l'information initiale, avant la fin du cycle pour pouvoir acquérir l'immortalité. Les voyages au sein du cosmos permettraient la rencontre avec diverses entités ayant des moyens de recherche différents sur les réalités cosmiques. Les concepts seraient propres à chaque civilisation. Ces voyages se réaliseraient par une compression de l'espace-temps. Les distances constatées dans l'univers n'auraient plus de signification. Ce sujet, toujours tabou sur notre planète, correspond à une volonté concertée des gouvernants, des systèmes d'information et des scientifiques. La référence aux distances dans l'univers, invoquée par les scientifiques, n'étant qu'un prétexte. Un autre prétexte serait celui de ne pas affoler les populations. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Notre univers diversifié. Nous résiderions à l'intérieur de deux univers.
C'est bien intrigant, mais cela permettrait d'expliquer une masse noire, non visible, et une énergie noire, non détectable. C'est bien évidemment encore plus intrigant. C'est en fait le constat que les galaxies ne pourraient pas se maintenir en leur état constaté, sans une masse noire permettant de les maintenir ainsi. Or, l'univers aurait une expansion galopante, dont l'explication aurait besoin d'une énergie noire. Deux univers, imbriqués, permettraient d'expliquer ces deux particularités énoncées, sans le recours à une masse invisible ni à celui d'une énergie non détectée. Le premier univers, qui est accessible à nos sens et à nos instruments, et donc de ce fait, plus facilement identifiable, serait d'une masse et d'une énergie positive. Le second ne serait lui, exclusivement constitué d'une masse et d'une énergie négative, et donc parfaitement invisible ni à nos sens ni à nos moyens de détection. C'est en fait, tout aussi intrigant. Sauf que, toutes les particules, de l'un, seraient de charge positive, mais leur copie serait, elle, de charge négative. Bien évidemment nous naviguons là dans l'infiniment petit de la matière, qui concerne la structure de l'atome et de l'univers quantique. Or, ces masses négatives qui sont également dotées d'une énergie négative seraient parfaitement reconnaissables selon la théorie des groupes dynamiques. En fait, cette structure gémellaire expliquerait non seulement les particularités de stabilisation et d'expansion accélérée des masses galactiques, d'abord par la constitution des agglomérations d'étoiles en galaxies elliptiques, puis de leur structure en amas de galaxies et enfin par leur superstructuration en plaques. Ces superstructures de galaxies seraient comparables aux liaisons des noyaux de neurones constituant un cerveau. Des simulations informatiques auraient permis de démontrer la cohérence de ces constructions. La gravitation permettrait, tout simplement, à ces masses de se concentrer. Les masses négatives formeraient des conglomérats qui repousseraient les masses positives dans un espace résiduel, les amenant à se constituer en structures dites cellulaires, qui établiraient ainsi un équilibre parfait de toutes les structures. La structuration des étoiles s'établirait selon ce même processus à partir des structures gazeuses produisant les proto-étoiles, vers des amas globulaires, appelés galaxies, sphéroïdales, et puis vers les proto-galaxies. Le modèle cosmologique, bimétrique, permettant des interactions entre les masses positives et les masses négatives, serait en accord avec l'accélération de l'expansion de l'univers physique. Les inversions des deux flèches du temps permettraient d'expliciter l'annihilation des distances constatées comme infranchissables dans notre univers, par l'inversion des masses. Lorsqu'un objet matière emprunterait une sphère de Gorge, qui est une composante mathématique, il émergerait dans la seconde partie de l'univers qui représenterait l'envers de l'hypersurface de l'espace-temps. Cette démonstration expliquerait le recto-verso de notre univers. Tout ce qui se situerait à l'intérieur d'un objet passerait d'une composante positive à une composante négative, ayant pour effet une inversion de l'espace, mais aussi vers une inversion possible du temps. Cet objet, au photon inversé, visible dans son modèle positif ne le serait soudainement plus dans son modèle négatif, puisque ni nos sens ni nos appareils ne permettraient son observation. Une inversion, dans l'autre sens, permettrait une observation immédiate, surgie de nulle part. Ces inversions seraient observables par l'apparition et la disparition soudaine des ovnis. Les inversions successives de leur poids pourraient également expliquer les soudaines montées ou descentes de ces engins. Cet effet serait appelé antigravitationnel. Une mise en rotation d'un appareil discoïdal indépendant de l'habitacle, qui serait, lui, placé dans un espace toroïdal, permettrait la préservation de ses occupants. L'inversion des masses et leur transfert positif-négatif dans l'univers gémellaire permettrait les ultra-rapides déplacements de ces objets cosmiques. Cette inversion expliquerait également la confusion concernant des trous noirs situés au centre des galaxies d'où la lumière, elle-même, ne pourrait s'échapper. La matière, située à proximité de ces zones de rotation extrême, serait propulsée dans l'univers inversé de masse négative, devenant invisible de ce fait. Toutefois, les chercheurs, officialisés, n'acceptent pas des avis qui seraient contraires à leur théorie, devenant trop dérangeants à leur bien-être acquis. Ils préfèrent, et de loin, rester sur leur inversion d'espace-temps réciproque, non démontrable.
Après que l'univers quantique nous ait montré la possibilité, toutefois encore difficile à la compréhension, des multiréalités et de l'influence de l'observation sur ces réalités. Elles apparaîtraient indissociables des fonctions d'un univers gémellaire. Des états de fréquence permettraient de changer les modèles vers d'autres visions des réalités. Le modèle 3D de la conception encore actuelle de l'univers ne permettrait pas d'envisager ces fréquences et empêcherait d'entrevoir les réalités multiples. Enfin, l'éveil individuel passerait par l'élargissement des niveaux de la conscience, par la réception et l'émission de fréquences qui nous seraient encore inconnues. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. La théorie du complot. Les lanceurs d'alerte informent de leurs découvertes sur des vérités qui seraient cachées au grand public. Ce sont souvent d'anciens responsables, précédemment placés dans des secteurs décisionnels, qui informent et dénoncent des pratiques qui leur seraient apparues irrationnelles et absurdes. Ils révéleraient ainsi des connaissances qui resteraient secrètes et inconnues sans leur contribution. Ils opèrent dans tous les domaines d'activité des plus anodines aux plus stratégiques. Parce que les systèmes d'information traditionnels sont dirigés par les oligarchiques, c'est la théorie du complot qui est inévitablement mise en évidence, en l'absence d'informations contradictoires aux allégations des lanceurs d'alerte. Quelle que soit l'importance d'une dénonciation, son auteur est immédiatement démontré comme complotiste. C'est la seule façon de pouvoir amoindrir ou supprimer les conséquences de ce qui est considéré par les hauts dignitaires comme une imposture à leurs actions immorales. La seule raison de cette action étant de faire douter les populations sur le bien fondé de ces vérités. La population dans son ensemble reste assez naïve, en faisant confiance aux dirigeants et à leur système d'information. Il ne lui est pas immédiatement évident qu'il est particulièrement facile de corrompre les gouvernants et leurs informateurs officiels. Ces démarches de corruption ne seraient pas uniquement mercantiles. Ce sont des superstructures qui établissent les actions de corruption. Une superstructure a été identifiée comme instigatrice de ces actions. Le groupe Bilderberg serait un consortium de familles dirigeantes situées dans l'ombre et complètement cachées des instances officielles. Une secte parfaitement organisée dans le recrutement et le fonctionnement de la corruption serait la franc-maçonnerie. Son modèle de recrutement est des plus simples puisqu'il consiste à inviter des personnes, issues de toutes les catégories sociales et professionnelles, à leur offrir une ascension sociale et professionnelle. Son fonctionnement d'abord local, puis national serait ensuite international. Son recrutement est permanent et fonctionne selon les principes religieux puisque chaque groupe serait affilié à une religion institutionnelle représentative et ce dans toutes ces religions. La sélection s'effectue selon les profils déterminés. L'intérêt étant de pouvoir recruter des membres les plus influents dans le fonctionnement de la société humaine. Plus les personnes sont évaluées comme dénuées de scrupules et les plus immorales possibles, plus elles peuvent accéder à des niveaux décisionnels importants. Cette orientation permettrait ensuite d'établir un parfait contrôle des sociétés humaines. Leur structure est parfaitement rodée et fonctionnelle et particulièrement diversifiée. La franc-maçonnerie détiendrait tous les leviers de commande de l'organisation sociale dans tous les États de la planète. La franc-maçonnerie internationale serait complètement indépendante des petites structures et fonctionnerait selon des schémas totalement différents du fonctionnement des modèles du terrain. Les groupes économiques seraient eux aussi mis sous le contrôle, par les actionnaires, peu nombreux, appartenant tous aux mêmes structures familiales depuis des décennies. C'est en réalité une vaste entreprise familiale, qui dirige absolument toutes les activités de la société humaine. Toutes ces familles impliquées dans la structuration économique des États appartiennent au groupe Bilderberg, seul organe décisionnel. Les mêmes schémas organisationnels se retrouvent dans tous les secteurs de l'activité économique, politique, religieuse ou philosophique dans tous les États. Tout, sur le fonctionnement de cette organisation est parfaitement connu. L'ordre actuel est régi par des nations avec leurs dirigeants et des religions avec leurs dirigeants. Ce sont ces deux schémas organisationnels qui dominent l'humanité. Cette situation ne convient aux récents décideurs du nouvel ordre mondial. Aussi ont-ils décidé de l'organisation d'un grand chaos planétaire pour pouvoir ensuite restructurer l'humanité à leur convenance. Leurs premières actions étant la destruction des instances étatiques et religieuses.
Le but, en finalité, étant d'instaurer une seule religion d'un gouvernement unique et décideur suprême des directives à établir au niveau planétaire. Il s'agira, sans aucun doute possible, de l'instauration d'une dictature globale mondialisée. Toutes les personnes qui sont en capacité intellectuelle de rechercher les informations concernant le fonctionnement de la société humaine, aboutissent toutes, inexorablement, à la découverte des structures franc-maçonnes permettant d'expliquer les dérives organisationnelles actuelles. Le principe de base de cette organisation fonctionnelle consiste à présenter une attitude inverse à sa finalité. Chaque recruté de la franc-maçonnerie est d'abord initié. Deux concepts lui sont proposés pour son intronisation. En premier, un respect aveugle à l'ordre hiérarchique établi auquel il appartient désormais. En seconde étape, il lui est proposé de devenir l'instigateur d'une libre pensée, totalement opposée au concept premier qui est un respect des directives de l'ordre des francs-maçons. Le but de l'organisation est de permettre à ses adeptes de progresser socialement, au-delà de leurs propres compétences. C'est selon ce modèle que l'organisation détient le pouvoir décisionnel sur chacun de ses membres. C'est ce principe de base qui permet un contrôle sur tous les acteurs de la société. Ce schéma organisationnel social est omniprésent dans absolument tous les secteurs de la société humaine. En face de ces pouvoirs diversifiés et efficients, les organisations qui luttent sincèrement contre cette situation destructrice des structures sociales sont complètement démunies parce que totalement décrédibilisées en permanence. De plus, chaque modèle social et économique appartenant aux modèles oligarchiques met en œuvre ses propres fausses organisations de défense des citoyens. Chaque concept organisationnel, tel que la privatisation, par exemple, consiste à retirer un bien collectif pour le donner au profit d'une poignée d'individus précédemment favorisés. Le concept de libéralisation procède de ces modèles de tromperie sur la véritable intention. Le libéralisme est en totale contradiction avec la liberté. C'est de ces confusions que s'établissent les actes. La sincérité des actions n'est plus reconnaissable. Pour s'y retrouver, il suffit d'observer quelles sont les organisations de défense des citoyens qui sont officiellement soutenues financièrement. L'information la plus sincère actuellement provient des nouveaux moyens d'information qui court-circuitent les moyens officiels. La machination mise en place pour l'établissement d'un gouvernement mondial apparaît évident pour celui qui cherche à connaître la vérité. Une prochaine période de chaos absolu serait ainsi programmée. Cette machination a d'abord consisté à faire envahir les pays européens par une ethnie différente et reconnaissable de type oriental en y maintenant des impossibilités d'intégration. Et puis, des injustices, de part et d'autre, ont été volontairement organisées pour réaliser un conditionnement d'une communauté contre une autre. Ensuite, il conviendra de créer les conditions de manipulation et de haine entre les deux sociétés afin de créer une guerre civile durable. Un effondrement économique total viendra compléter le programme. À la suite de cette situation, les oligarques internationaux se présenteront comme les sauveurs du chaos qu'ils auront eux-mêmes préparé. Ensuite, ils pourront établir leur doctrine totalitaire. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. L'invasion musulmane. Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce qui était la France de l'époque. Ils se sont emparés de Narbonne, qui est devenue leur base pour les 40 années suivantes, et ont pratiqué des razzias méthodiques. Ils ont ravagé le Languedoc de 714 à 725, détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens. En 721, une armée musulmane de 100 000 soldats mit le siège devant Toulouse, défendue par Eudes, le duc d'Aquitaine. Charles Martel envoya des troupes pour aider Eudes. Après 6 mois de siège, ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée musulmane, qui se replia en désordre sur l'Espagne et perdit 80 000 soldats dans la campagne. On parle peu de cette bataille de Toulouse parce que Eudes était mérovingien. Les Capétiens étaient en train de devenir rois de France et n'avaient pas envie de reconnaître une victoire mérovingienne. Les musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer la France en contournant les Pyrénées par l'est, et ils ont mené leurs nouvelles attaques en passant à l'ouest des Pyrénées. 15 000 cavaliers musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les pays de la Loire, et mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles Martel et Eudes à 20 km au nord de Poitiers, en 732. Les musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont continué à ravager l'Aquitaine.
De nouveaux soldats les rejoignaient de temps en temps pour participer au pillage. Ces bandes n'ont finalement été éliminées qu'en 808, par Charlemagne. Les ravages à l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles Martel descende au sud, avec une armée puissante, et reprenne successivement Avignon, Nîmes, Maglone, Agde, Béziers et mit le siège devant Narbonne. Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de la France obligea Charles Martel à quitter la région. En 759 enfin, Pépin le Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs musulmans. Ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant les hommes pour en faire des esclaves castrés, et les femmes pour les introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées pour engendrer des musulmans. La place forte des bandes se situait à Fraxinetum, l'actuelle Garde Freinet, le massif des Morts. Une zone d'environ 10 000 km², dans les Morts, fut totalement dépeuplée. En 972, les bandes musulmanes capturèrent Mailleul, abbé de Cluny, sur la route du mont Genèvre. Le retentissement fut immense. Guillaume II, comte de Provence, passa 9 ans à faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les Provençaux, puis, à partir de 983, chassa méthodiquement toutes les bandes musulmanes, petites ou grandes. En 990, les dernières furent détruites. Elles avaient ravagé la France pendant 2 siècles, la pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s'exerça pendant les 250 années suivantes par des razzias effectuées à partir de la mer. Les hommes capturés étaient emmenés dans des camps de castration en Corse, puis déportés dans les bagnes du Dar al-Islam, et les femmes d'âge noble dans les harems. Les repères des pirates musulmans se trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles de l'Afrique du Nord. Toulon a été totalement détruite par les musulmans en 1178 et 1197, les populations massacrées ou déportées, la ville laissée déserte. Finalement, les musulmans ayant été expulsés de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles continuèrent sur mer par des actions de piraterie. Ce n'est qu'en 1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à frapper le serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement les dernières bases des pirates musulmans. Ce fut l'origine et la raison de notre présence en Afrique du Nord. Vous savez ce qu'est devenu ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, après la première entrée, et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est écoulé plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent jamais. Et aujourd'hui, effectivement, ils reviennent en masse, par le biais pacifique d'une immigration de peuplement, qui exploite à fond les failles de nos lois, de nos principes démocratiques, et de nos avancées sociales. Bientôt ils seront assez nombreux pour prendre démocratiquement le pouvoir dans les villages, les banlieues, les villes, les régions, les pays d'Europe. Il ne faut pas croire ceux qui les décrivent comme modérés. Car les exemples des printemps arabes qui se déroulèrent sous nos yeux en Tunisie, Libye, Égypte, montrent s'il en était besoin que les modérés se font toujours fait évincer par les enragés. Ils ne cherchent qu'une chose, appliquer la charia et transformer nos pays d'Europe en un dar à l'islam, une terre d'islam. Il suffit de voir les exactions contre les chrétiens d'Afrique du Nord, d'Égypte, d'Indonésie, du Nigeria, etc. Pour imaginer quel serait le sort réservé à nos familles, à nos peuples européens de souche judéo-chrétienne. La France est le pays européen avec la plus importante population musulmane qui augmente très rapidement avec l'immigration de peuplement et la natalité. Ignorer l'histoire, c'est s'apprêter à la revivre. Eux ils savent ce qu'ils veulent, nous pas. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. À propos. La colonisation française est un crime contre l'humanité, aurait affirmé un candidat à l'élection présidentielle, dans un entretien avec la chaîne de télévision algérienne, Ekouroup News. En visite en Algérie pour sa campagne, le candidat aurait ainsi tenté de corriger ses propos tenus dans Le Point, et qui avaient choqué à l'époque. Oui, en Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un État, de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Cette fois, il aurait assuré. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation.
Certains ont voulu faire cela en France, il y a 10 ans. Jamais vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. Et d'ajouter. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers qui nous avons commis ces gestes. Mais, en même temps, aurait-il poursuivi. Il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie, la France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement elle a oublié de les lire. Difficile à admettre pour certaines personnes, car leur esprit se heurte et s'enferme dans des croyances millénaires, et comment abolir une vérité, plutôt un sophisme, répété durant 2 millénaires sans que sa propre dignité ne soit atteinte. Pour que Galilée fasse admettre la sphéricité, l'héliocentrisme et non le géocentrisme de la Terre, beaucoup de sang a coulé, c'est vrai, mais aujourd'hui personne ne risque de procès pour croire à un autre début, à une autre origine. En y introduisant un péché originel, incombant en premier à la femme, puis, à Adam, ensuite un enfer pour ceux qui ne respectaient pas la loi, et une culpabilité de tous les instants avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos têtes, pour ceux qui s'éloignaient de ce Dieu, ces Hébreux refoulés, ayant quand même quelques troubles de la personnalité, pour n'employer qu'un euphémisme, et leurs descendants, sont parvenus depuis presque 3000 ans pour les Juifs, 2000 ans pour les chrétiens et 1400 ans pour les musulmans à entretenir le mensonge pour conserver leur pouvoir sur les peuples. Cet obscurantisme a privé les êtres humains de leur source originelle divine et non simiesque, de leur libre arbitre, de la quête du véritable Dieu ou tout unifié et du chemin spirituel qui y mène. Ces mensonges ataviques et millénaires sont encore aujourd'hui le sceau, la marque innée avec laquelle nous naissons. La faute originelle, qui n'a jamais existé, a conduit des centaines de générations à avoir peur, à vivre dans la peur des géhennes, à expier des péchés qui n'en étaient pas, et à faire mourir de trop nombreux croyants qui pensaient avoir offensé Dieu. Un silence coupable s'est abattu de peur que tous les enseignements acquis ne s'écroulent dans la conscience collective et qu'un séisme ravageur ne vienne détruire la vie de ceux qui ont menti, qui continuent de nous mentir et de ceux qui se sont tout bêtement trompés. Nous apprenons que l'histoire du livre des Hébreux, le Tanakh, ne serait que la copie falsifiée de textes retrouvés en Mésopotamie, en Akkad, en Babylonie et en Égypte. Un scribe, enfin des scribes sans scrupules, ils seraient 4 ou 5 sur plusieurs siècles, auraient pioché dans l'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh, celle d'Atrahasis, dans le code d'Hammurabi, dans les croyances et les codex de l'ancienne Égypte pour se construire une identité et pour modifier à leur convenance les récits dits, mythographiques par certains, et évéméristes par d'autres. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Une stratégie. Préface. Depuis le début de l'Action islamique commune en 1969, à l'occasion de la réunion de la première conférence islamique au sommet, puis la création de l'organisation de la conférence islamique en 1972, le monde islamique aspire au développement et à la modernisation des outils mobilisés au service de la solidarité et des méthodes de coopération dans le cadre des valeurs, principes et objectifs stipulés dans les chartes qui régissent l'action islamique internationale, à savoir la déclaration du premier sommet islamique, puis la charte de l'organisation de la conférence islamique et la déclaration de la Mecque rendue par la troisième conférence islamique au sommet tenue en 1981, enfin, toutes les résolutions issues des conférences islamiques successives au sommet. L'action islamique commune est entrée dans une nouvelle étape, après l'adoption par la 6e conférence islamique au sommet, réunie à Dakar en décembre 1991, de la stratégie culturelle pour le monde islamique. Celle-ci, selon tous les critères académiques, politiques et culturels, constitue une nouvelle percée dans l'action islamique commune, laquelle est vouée au service des objectifs de l'unité du monde islamique. Cette unité est fondée, comme on le sait, sur la communauté de foi, de démarche et de destinée.
La stratégie culturelle pour le monde islamique, que l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a élaborée, en collaboration et en coordination avec le secrétariat général de l'Organisation de la Conférence islamique, trace, pour la première fois, devant les pays islamiques, la voie qu'ils pourraient emprunter en vue de modifier en profondeur les approches et les moyens d'action en matière culturelle, mettant en exergue le rôle distinct et combien important que joue la culture, dans son acception la plus large, dans le processus visant le développement intégré et équilibré de l'être humain. L'objectif est, surtout, de faire avancer le monde islamique à travers des actions culturelles qui englobent l'innovation, l'expression, ainsi que la sensibilisation et l'orientation du public, et l'éducation et la formation, tant au plan théorique que pratique. Cette stratégie établit les bases de la mission qui doit être dévolue à la culture dans les pays islamiques. Elle définit en détail les tâches et les fonctions à remplir, explique les concepts et les spécificités et précise les sources et les objectifs. Elle met en outre l'accent sur les questions à traiter, les champs et les moyens d'action. Elle met en lumière le rôle de la culture dans le processus du développement, soulignant son importance et la nécessité essentielle qu'elle représente. C'est ainsi qu'elle a fixé le cadre général de l'action culturelle à entreprendre pour garantir le développement du monde islamique de sorte qu'il puisse satisfaire, à l'orée du XXIe siècle, les vues et les ambitions de la Oumma et lui permettre de relever avec plus de fermeté et de cohésion les défis à venir et de mieux cerner les exigences des mutations civilisationnelles qui s'opèrent et qui conditionnent notre évolution vers le meilleur et dans le cadre de notre identité culturelle islamique. L'action culturelle islamique est passée désormais au stade de la planification scientifique fondée sur l'examen prospectif des réalités islamiques actuelles. Son objectif est d'exploiter les potentialités, de mobiliser les énergies et les ressources disponibles, d'analyser les entraves et les difficultés, d'étudier les évolutions et les innovations, de faire face aux imprévus et d'être en mesure d'affronter les défis, d'où qu'ils viennent. L'action culturelle islamique se trouve ainsi, au niveau du monde islamique, en accord avec la nouvelle ère qui s'ouvre. Elle s'inscrira dans le cadre, plus vaste, de l'action culturelle mondiale tout en conservant ses particularités et ses valeurs spécifiques. La stratégie culturelle pour le monde islamique place la Oumma islamique sur la voie qui lui permettra de conforter l'identité civilisationnelle islamique et de prouver sa capacité d'interaction avec les autres cultures dans la diversité de leurs courants de pensée et de leurs origines respectives, et de s'adapter aux innovations intellectuelles et artistiques. Le monde islamique est entré dans une nouvelle ère caractérisée par la planification de l'avenir, l'étude du présent et l'analyse des problèmes culturels qui entravent le développement culturel des pays islamiques. L'action islamique commune a débuté modestement, voici 37 ans, 1969 à 2006, s'appuyant davantage sur la générosité des sentiments que sur la rigueur de l'esprit scientifique. Ceci n'a pas empêché l'accomplissement, au cours de cette période, de grandes réalisations civilisationnelles, qui ont permis au monde islamique de s'assurer une stature distincte sur la scène mondiale. Ces réalisations ont également renforcé l'attachement de la Oumma à ses racines, à ses valeurs et à ses idéaux. Elles ont renforcé la solidarité islamique dans ses manifestations philosophiques, spirituelles et comportementales, favorisant ainsi le rapprochement entre les peuples musulmans et la mobilisation collective des potentialités et des efforts. Ainsi, la coopération islamique a pris de l'essor, se développant avec le mouvement d'interaction et de coexistence entre les pays islamiques, entraînant une diversification des domaines de l'action islamique commune, pour englober les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture qui n'ont cessé de se développer depuis la création, en 1982, de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et jusqu'à la tenue de la 6e conférence islamique au sommet, dont les travaux se sont distingués, sur le plan culturel, par l'adoption de la stratégie culturelle pour le monde islamique et de la 4e conférence islamique des ministres de la culture qui s'est tenue à Alger en décembre 2004 et qui a adopté la stratégie dans sa version amendée, à la lumière des nouveaux changements et en réponse aux exigences de l'action culturelle, en ce 3e millénaire. Puisse Dieu nous accorder succès et nous guider sur le droit chemin. La stratégie culturelle pour le monde islamique. Version amendée et adoptée par la 4e conférence islamique des ministres de la culture. Alger, 15 à 16 décembre 2004.
Le lavage de cerveau de la télévision marcherait bien en France, ce qui éviterait qu'ils se rendent compte, les Français, des horreurs qui se produisent par la faute de leur gouvernement franc-maçon. Udo Ulleckott était le rédacteur en chef de l'un des plus grands journaux allemands, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lorsqu'il a publié son best-seller, Journaliste qui s'achète, révélant comment la CIA contrôlerait les médias allemands, un livre qui lui a coûté sa carrière et sa vie. Le docteur Udo Ulleckott, journaliste allemand, parle de la presse occidentale achetée. Il attaque de façon extrêmement concrète et virulente des maisons de presse. Il parle de corruption, de manipulation et de duperie vis-à-vis du public. Dans son livre, il détaille la manipulation des médias et des journalistes par les agences de renseignement états-uniennes. Quelques jours avant son 57e anniversaire, l'écrivain et journaliste engagé est mort d'un arrêt cardiaque. Il y avait eu ce courageux journaliste qui avait dénoncé ce que sont les grands journalistes. Il aurait été assassiné. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. La finance. Les cercles financiers dirigent les économies des entreprises et celles des États, ou plus précisément celles de leurs dirigeants. Chaque cercle dirige un secteur d'activité. Chaque multinationale, chaque banque possède ses propres cercles. Chaque État possède les siens. Des intermédiaires, en relation avec quelques cercles, représentent un autre cercle. Pour que chaque cercle puisse fonctionner, il est indispensable à ses dirigeants de comprendre le fonctionnement des cercles avec lesquels ils réalisent des transactions. Toutefois, un cercle mondial régit ces ensembles. La règle du jeu y établit un contrat à vie avec tous les protagonistes. Cette règle du jeu impose à chaque membre de placer sa conscience entre parenthèses. Cela signifie qu'il ne doit y avoir aucun scrupule dans l'élaboration des actions ni de ressenti concernant les conséquences. Il s'agit d'un monde impitoyable dont personne, n'étant pas en relation avec ces cercles, ne peut avoir connaissance et ne doit pouvoir avoir connaissance. Les cercles financiers ont pour mission de gérer les actifs financiers des grands groupes économiques. Le but ultime de ces cercles est d'accumuler un maximum d'argent en un temps le plus court possible. La gestion de l'argent de ces professionnels ne consiste pas à organiser le système économique international. Il consiste à capturer un volume toujours plus important de devises. Ils appellent cela négocier des actifs. Cela consiste donc à gagner de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt. Pour que ces clubs fonctionnent normalement, il est également indispensable d'y pratiquer des commissions et des rétrocommissions. La naïveté et la conscience n'ont pas leur place dans cet univers inexorable. N'importe qui ne peut accéder à ce milieu. Chaque membre doit correspondre à un schéma psychologique déterminé. L'accès aux postes clés se fait par cooptation et parrainage, en fonction des compétences démontrées. La vision de la société humaine, de ces gens-là, ne correspond à aucune des considérations communément admises. L'implication personnelle doit y être et y rester totale. Le marché des échanges est un énorme système financier mondial où les États n'ont aucun rôle direct. Seuls, les responsables des cercles, par secteur, sont en capacité d'agir et d'interagir. Les modèles financiers des banques n'agissent que pour des clients. C'est, en fait, la législation internationale qui permet les montages financiers permettant les transferts monétaires. Ces montages sont en conformité avec les organismes de réglementation, qui n'en connaissent pas leur fonctionnement. Ce sont ces montages qui permettent les évitements fiscaux, en toute légalité, et entre autres choses. Ce sont d'énormes masses d'argent qui transitent continuellement, d'un côté à l'autre, généralement en liquide, dénommé cash, pour pouvoir mieux les confondre dans la masse monétaire globale où elles sont réinjectées. La provenance en est éminemment douteuse. Elles sont issues des provenances les plus diverses. Parmi elles, il y a l'argent souterrain des pays boycottés, celui des blanchiments, de la criminalité et du terrorisme. L'informatisation permet aussi des montages obscurs. Il s'agit là aussi d'une règle du jeu. Ce sont les mêmes qui établissent les directives et qui établissent ensuite les règles d'évitement de ces mêmes directives. Les niveaux supérieurs déterminent leurs propres accords entre eux, en dehors de tous les circuits officiels de contrôle.
Et il suffit pour cela de laisser les petits acteurs économiques dans la totale ignorance des règles du jeu financier globalisé. Seules, quelques personnes, habilitées, sont placées dans le secret. Ce sont elles qui interagissent avec les banques, les multinationales et les gouvernants des États. Mais aussi avec les représentants des organisations illégales ou terroristes. Les autorités, détentrices de ce pouvoir, et ignorées des représentants officiels, utilisent des collaborateurs, qui sont chargés de porter le chapeau en cas de divulgation intempestive. Cela leur permet de rester totalement cachés dans leurs actions. Tout y est parfaitement compartimenté afin que chaque acteur ne puisse pas savoir ce que l'autre fait. Aussi la moindre erreur est-elle sévèrement sanctionnée. Chaque faille éventuelle doit y être évaluée et corrigée. Le sommet de la pyramide, qui dirige la planète monétaire, ne peut pas être approché. Il est réservé à une élite tapie dans l'ombre. Ces responsables appellent cela le monde réel, et ce sont eux qui décident du sort de l'humanité. Corruption, fraude, guerre, manipulation, tromperie, satanisme, pratiques lucifériennes et pédocriminalité. Ils considèrent bénéficier d'une aide surnaturelle dans leurs actions et de quête de domination mondiale. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui vendent leur âme au diable, il y a aussi des artistes, des scientifiques, des historiens, des politiques bien sûr. Quant aux religions, c'est une autre histoire, mais cela se rejoint. Des connexions sont établies en fonction des connaissances de chacun sur chacune. C'est ainsi que s'établissent les transits monétaires en toute quiétude. Les différents acteurs se tiennent tous par la barbichette. Chaque acteur se devant de connaître les particularités adverses. Chaque action se fait à partir de la sûreté des renseignements obtenus. Les services secrets des États sont directement impliqués dans la quête des renseignements. Contrairement à ce que l'on fait croire aux opinions publiques, les services secrets n'ont aucun rôle concernant la protection des pays. Ces services sont des organisations criminelles, mis au service des puissants décideurs et sont chargés de la dissémination des armes et du déclenchement des conflits armés, partout sur la planète. Le principal objectif du cercle mondialisé est d'entretenir la misère parmi les populations, partout. Les services secrets étatiques disposent d'énormes flux monétaires provenant des différents trafics découlant de tous les conflits organisés. Ils sont, à eux seuls, un État dans l'État. Le fonctionnement du milieu économique ne correspond à aucune image qui lui en est donnée officiellement. Son image n'est qu'une illusion. Mais il convient de savoir aussi que bien des acteurs finissent par rompre le contrat, pour diverses raisons. Parmi tous ceux qui se réjouissent du malheur qu'il occasionne autour d'eux, quelques-uns finissent par abandonner ce jeu de dupes. Il convient en effet de comprendre que les suicides quotidiens des agriculteurs, des petits commerçants et de bien d'autres acteurs dans tous les secteurs économiques et sociaux sont causés par les actions concertées de ces psychopathes sans scrupules qui établissent leurs règles du jeu. Ces situations dramatiques les réjouissent, bien au contraire. C'est ainsi, en décidant du sort de leurs concitoyens, qu'ils peuvent se considérer comme des êtres supérieurs. Cela va encore bien plus loin encore, car ils considèrent tous ceux qui l'ont réussi à mettre en difficulté, comme des déchets de leur organisation. Ils n'étaient que des marchandises sans utilité. Ces intelligences supérieures doivent pouvoir décider du sort de chacun et de chaque chose. Elles ont établi un contrat qui lie chacun des acteurs des différents cercles. Il consiste d'abord à ne jamais devoir révéler aucun nom des organisations et entreprises impliquées ni d'aucune des personnes instigatrices. Il s'agit du contrat de confidentialité qu'il est impératif de devoir respecter. La sentence étant bien évidemment la peine de mort, sans procès. Il est impératif de comprendre que tout instigateur désirant progresser dans la hiérarchie se doit d'apporter des gages de sécurité. Des séries de tests sont organisées pour évaluer la fiabilité des candidats. Des entraînements sont réalisés et qui correspondent aux divers degrés de responsabilité envisagés. Pour pouvoir impliquer des personnes dans l'organisation, ces tests permettent une évaluation des compétences, mais surtout des capacités personnelles à l'action, au sein du groupe. Il convient aussi de comprendre que les règles du jeu, au niveau hiérarchique supérieur, ne peuvent pas être compréhensibles, avant d'y avoir accès. Par exemple, aucune des religions conventionnelles ne peut y être représentée. Rien de ce qui permet l'organisation conventionnelle de la société, n'y est respecté.
Parce que, les détenteurs de tous les pouvoirs, au sein du cercle mondial, n'ont de compte à rendre qu'à leur conscience déficiente, tout leur est envisageable. Ils appelleraient cela la belle vie, avec des orgies de toutes sortes, et avec toutes les conséquences que cela comporte. Des rituels infanticides y seraient préparés dans des pays adaptés, sous le couvert du satanisme. Ces rituels serviraient à introniser les nouveaux adeptes. Le témoin se passerait entre les familles par générations successives. Ce n'est que très rarement que des candidats extérieurs puissent être intronisés. Des repentis auraient pu dévoiler les atrocités de ces psychopathes qui dirigent les systèmes économiques planétaires. Ils n'auraient plus pu supporter les mécanismes de soumission par le chantage organisé et l'endoctrinement. Il s'agirait donc bien d'un phénomène mondial parfaitement structuré, dans un monde complètement opaque. Des stratégies de contrôle des masses à partir de psychologie commerciale permettraient de tout élaborer à l'avance, déterminé par le contrôle mental et la manipulation. Les populations sont considérées comme des troupeaux de moutons qui doivent être encadrés et orientés par des hordes de chiens féroces dans les directions souhaitées. Ce système et ces méthodes seraient utilisés à tous les niveaux de l'organisation de la société humaine. C'est en fait une superstructure mafieuse parfaitement structurée et hiérarchisée qui dirigerait toutes les formes de délinquance en activité dans le monde. Le pouvoir central pourrait être installé à Rome. Chaque pays détient des représentants. Tout l'ensemble est très militaire. Le mécanisme établi de la survie des populations résulte d'une programmation élaborée sur la psychologie des masses permettant leur orientation. Les expérimentations humaines, ainsi que définies, porteraient sur des protocoles d'infiltration, de manipulation et de recherche en efficacité, tout particulièrement auprès de leurs enfants. Ces mécanismes seraient en corrélation avec les protocoles de Sion, qui auraient été établis par les Juifs et les francs-maçons, élaborés en Russie au début du XXe siècle, comme devant être un plan de conquête du monde. Sa conséquence en serait l'acquisition du pouvoir ultime, à partir de la complète désorganisation de la société humaine pour pouvoir aboutir à une autocratie globalisatrice. La vraie démocratie est trop dangereuse pour la finance internationale, car elle peut amener au pouvoir des personnes véritablement choisies par le peuple avec des idées aussi saugrenues que la défense des intérêts nationaux, la patrie, la protection sociale, la morale, l'éducation et la culture, le service public ou encore l'état de droit. Ce risque ne peut être accepté quand il s'agit de globaliser ou plus exactement d'américaniser et de subordonner les peuples aux puissants réseaux politico-bancaires pilotés par Washington. Il est donc nécessaire de tendre vers une pensée unique. Il conviendrait de définir ce programme comme une force haineuse et destructrice des valeurs morales. Sa suprématie serait établie sur la division permanente de l'humanité pour pouvoir mieux la contrôler. L'humanité serait tout simplement leur ennemi. C'est là, la simple réalisation d'un monstre de cupidité. Pourtant, il suffirait que l'humanité prenne conscience de ce fléau pour que ce pouvoir cesse d'exister. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. La communautarisation. Le travail serait un instrument de torture selon son sens étymologique. Au sens économique usuel, le travail est une activité rémunérée qui permet la production des biens et des services. C'est aussi l'ensemble des activités par lesquelles l'homme satisfait ses besoins et transforme la réalité, selon son sens philosophique. On peut également y trouver la définition d'une activité humaine organisée et utile. Le travail désigne également l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque chose et obtenir un résultat recherché. Le travailleur serait pourtant devenu un esclave du travail. Et pire encore, il est en droit de se considérer comme se livrant à la prostitution, en raison de la carence des emplois qui le contraint à accepter des conditions contraignantes. Tous les intermédiaires procurant des emplois sont ainsi devenus des proxénètes de l'économie. Les emplois deviennent extrêmement rares à cause de la robotique et de la société numérisée. Il convient d'admettre que l'être humain ne doit plus avoir à entreprendre ce qu'une machine, robotisée ou non, peut entreprendre à sa place et de façon souvent plus efficiente. L'électronisation de la société devrait permettre à l'espèce humaine de n'avoir plus qu'un rôle subalterne de contrôle. Toutes les tâches pouvant être désormais confiées à la technologie. La communautarisation, par le
paradigme politique doit pouvoir aboutir à une société humaine n'ayant plus recours au travail ni à l'argent ni aux gouvernants, selon les schémas des organisations sociétales actuelles. La communautarisation est le seul moyen de pouvoir transmettre à tous les outils de la technologie et de la production. Ils ne doivent plus rester entre les mains de l'oligarchie dirigeante et destructrice de la moralité. La suppression des échanges par le système monétaire est le premier obstacle à franchir. Le second obstacle étant un modèle équitable de redistribution des productions. D'autres obstacles, liés aux religions et aux cultures, devront également être surmontés. Les nouveaux modèles devront passer par un partage communautaire des créations, des connaissances et des découvertes, au nom d'une plus grande dignité humaine. La liberté, l'autogestion et la coopération seront les nouveaux éléments directeurs de la future société humaine où celle-ci ne sera plus. La communautarisation des moyens de production et des moyens technologiques sont la condition essentielle à la survie humaine sur cette planète pour une meilleure justice sociale. Il n'y a plus aucune raison de tomber dans la pauvreté en considérant le niveau technologique que nous avons aujourd'hui. Le modèle actuel d'organisation de la société n'a jamais été en mesure de gérer équitablement les communautés humaines. Il ne sert qu'à permettre à une oligarchie cupide et criminelle de se valoriser. Ce modèle est totalement incapable de diriger l'humanité. L'activité humaine doit pouvoir tout simplement être choisie par chacun de ses membres et sans contrainte. Chacun doit pouvoir décider de son sort, de sa coopération personnelle et de sa contribution au profit communautaire. Avec la fin de cet esclavage de prostitution, l'espèce humaine redeviendra libre de ses actions, de ses choix et de ses idées. Le servage de la majorité humaine au seul profit de la minorité oligarchique arrive à son terme. La liberté doit être accessible à toutes les populations, sauf à courir à un échec global de la société. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Les mensonges. L'homme providentiel n'est qu'un représentant du système oligarchique. Il représente la décadence des modèles de société ainsi que du modèle européen. Le fameux adage « séduction, élection, trahison » confirme l'actuel fonctionnement des institutions. Cette situation existe depuis au moins 20 siècles. Les églises catholiques ont été bâties à partir d'une icône et d'un mythe. La ville de Nazareth est censée avoir accueilli la naissance de Jésus, or cette ville n'existait pas au moment présumé de cette naissance. Les textes sacrés auraient été écrits plusieurs centaines d'années après cette naissance présumée, sans aucune preuve historique permettant de crédibiliser cette histoire et ses dogmes religieux. Jean Meslier, un curé de campagne à Étrépigny dans les Ardennes, accuse les prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur convenance, de maintenir leur emprise sur le peuple en utilisant la peur et de garder un silence complice face à l'abus des grands. Il précise, en substance, dans son testament écrit en 1729, que Dieu n'est qu'une fiction, que les évangiles sont faux, que le christianisme n'est qu'un moyen de prise de pouvoir sur les peuples pour mieux les exploiter. La source de tous les maux qui vous accablent, de toutes les impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques, ils se sont servis de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour séduire les peuples et parvenir plus facilement à leur fin. Voilà la source et l'origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois qui viennent de la part de Dieu même, et ce pape Boniface VIII qui disait que nous sommes enrichis par cette fable du Christ, tout ce qui se pratique dans le monde, pour le culte et l'adoration de Dieu ou des dieux, par toutes les religions, n'est qu'erreur, abus, mensonge et imposture et ne sont véritablement que des inventions humaines. Comment tant d'erreurs et d'impostures ont pu s'étendre si généralement par tout le monde? S'il y avait véritablement un Dieu, il n'était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de tous les peuples. Le monde est un mélange confus de bien et de mal. Il s'ensuit évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment parfait, et, par conséquent, il n'y a pas de Dieu. La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre toutes les populations de devoir les soutenir. Il n'y a qu'une poignée d'individus, parfaitement cachés, à diriger le monde. Il y aurait des politiques de terrorisation des peuples du monde, dans le but d'installer la mondialisation. Tous les gouvernements mentent et pratiquent le management de la terreur. Les attentats ne seraient que des mises en scène. Tous les services secrets, partout dans le monde, sont informés à l'avance des préparations d'attentats et tous les gouvernants en sont informés.
Les rebelles seraient volontairement entraînés par des groupes d'interventions étatiques. Les autorités laisseraient délibérément les terroristes pénétrer sur leur territoire. Les motifs en seraient de pouvoir ainsi couvrir les cracks financiers et permettre de provoquer des désordres dans les politiques intérieures, monétaires, financières et économiques des pays concernés. Les gouvernements auraient aussi peur d'une révolte des populations. Les attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs ministres, de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, sont soit incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions, soit être déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils déclencheraient des événements dès que l'hostilité à leur égard deviendrait trop prégnante. Les échos médiatiques très convenus participent aussi à l'opacité de ces situations. Dès qu'une crise de popularité se fait jour, des attentats seraient laissés se perpétrer afin d'ajouter de la confusion dans les populations et de faire de la diversion. Cela permettrait de détourner l'attention des populations des vraies difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. C'est la mafia financière, dirigée par la Banque centrale européenne, qui obéirait à son oligarchie tout en organisant de la désinformation. Appleby, one of the world's leading offshore law firms, est un cabinet d'avocats qui distribue le luxe, le chic et la discrétion du paradis, le paradis fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux hommes politiques et aux dirigeants des multinationales. Des extraits de comptes bancaires, des passeports et des contrats réunis dans des bases de données comptabiliseraient 3 millions de documents. Ces agents particuliers sont installés aux Bermudes. Tous les hauts responsables concernés et interrogés se sont tous défilés en face de leurs responsabilités de tricheurs. Ils ont tous eu recours à des schémas juridiques d'optimisation fiscale, en marge des légalités. Il s'agit donc d'un dispositif incluant des mécanismes de complicité de fraude fiscale commis en bande organisée. 1 pour 1000, des personnes les plus riches de la Terre concentrent 50% des actifs. L'actif étant un terme de comptabilité d'un bilan comptable. Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question des changements climatiques. Déclarèrent les présidents directeurs généraux des multinationales. La réalité est bien différente. Il s'agissait simplement d'un coup de bluff médiatique. Les émissions de CO2 sont massives, c'est ce gaz qui provoque une accélération des changements du climat et du réchauffement de la planète. Les principaux pollueurs sont les grandes entreprises industrielles les plus puissantes du monde financier. Certaines centrales électriques à combustion fossile émettraient jusqu'à 1,5 tonne de CO2, dit gaz à effet de serre, pour produire 1 mégawatt-heure d'électricité. Une entreprise française détiendrait même le record, loin devant l'Allemagne. En 2005, l'Union européenne a créé un modèle de permis à la pollution. Un quota annuel d'autorisation à polluer est ainsi attribué à chacune des entreprises concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une entreprise, elle doit payer, non pas une amende, mais un achat de permis à pollution auprès d'une bourse spécialement conçue à cet effet et qui décide du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO2. Ces permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité de CO2 émise est inférieure aux quotas qui leur ont été attribués. Et l'arnaque a été parfaitement organisée. C'est à l'aide de ce modèle que les entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à leur permis à polluer. Le système économique a simplement perverti l'organisation en se faisant délivrer des quotas bidons à l'aide de l'habituelle corruption. Les 14 000 usines de l'Union européenne auraient toutes reçu des permis à polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO2. Non seulement ces entreprises n'ont pas eu à acheter des droits à polluer, mais elles ont pu revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les pouvoirs publics qui ont attribué les quotas. Il n'y a donc eu aucune diminution de CO2 dans les pays de la Communauté européenne, depuis l'instauration de la taxe carbone. Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en Europe, en 4 années, 485 millions d'euros, par la seule revente de ses quotas excédentaires. Le directeur général de la Commission européenne pour le climat trouve cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises européennes devraient leur permettre d'investir dans des moyens de production moins polluants. Tout en reconnaissant qu'aucun moyen de contrôle sur l'utilisation de ces profits financiers n'aurait été envisagé.
Il se félicite même d'avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors qu'elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs. C'est en effet l'argument développé par les lobbyistes sur d'éventuels risques de fuite carbone, pour pouvoir bénéficier des avantages accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop contraignantes les forceraient à délocaliser leur production. Cette menace a-t-elle un réel fondement? Non, en effet, une étude réalisée par la Commission européenne a pu démontrer qu'une fuite carbone n'est pas envisageable par la plupart des entreprises. Il s'agirait donc d'une menace, imaginaire, mais très profitable. Mais il y a pire encore, puisque ces mêmes entreprises utilisent le prétexte de contraintes environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir licencier en masse leur personnel. Bien évidemment, tous les responsables se défient à toute tentative d'explication. Les lanceurs d'alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant au sort réservé à l'espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces animales et végétales d'ailleurs, prévoient qu'au-delà de 500 gigatonnes de CO2 rejetées avant 2050 dans l'atmosphère, le seuil critique des complications climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne des températures de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune possibilité de réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les conséquences que cela implique. Or, les seuls producteurs de pétrole auraient une prévision volontaire d'exploitation équivalente à 2500 gigatonnes de CO2 pour cette même période, soit 5 fois plus que l'admissibilité et donc d'une élévation de température à 3,5 degrés au minimum. Le sort des créatures de la Terre est donc scellé, rien qu'avec l'envolée des températures. Le processus irréversible est déjà engagé, puisqu'aucune des 100 plus grandes entreprises polluantes n'a l'intention de changer leurs stratégies économiques. À cela s'ajoutent les accidents d'exploitation, fuites, explosions, incendies, dont les pollutions locales sont catastrophiques. Les menteurs continuent à soutenir que tout va bien, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, puisqu'ils maîtrisent tout. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui ne veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit rester en contact avec sa conscience. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. La collectivité sociale. Il y a deux France économiques. La croissance économique s'est développée en périphérie des villes. Le cœur des centres-villes s'est lui progressivement désagrégé et maintenant complètement désintégré. Les commerces de proximité dans le centre des agglomérations ferment les uns après les autres. Les acteurs commerciaux se considèrent complètement abandonnés par les pouvoirs publics qui continuent à faciliter l'expansion des zones commerciales au détriment des quelques cœurs de ville encore vaillants. La conséquence en est un déclassement du statut social, lié à une situation d'insécurité, causée par une accumulation des cas sociaux dans les centres-villes et d'une misère grandissante résultant du chômage de masse. Il y a une très grande dévaluation, dans les centres urbains de moyenne capacité situés entre 20 000 et 40 000 habitants, des valeurs immobilières des locaux privés d'habitation ou des locaux commerciaux. Ce sont alors les pauvres qui restent prisonniers de leur situation et qui sont ainsi laissés pour compte par une classe politique qui se désintéresse complètement de leur sort. Le modèle économique des villes est en régression au profit des zones périurbaines, dépourvues des contraintes des centres-villes. De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux zones économiques périurbaines. Cette détermination a irrémédiablement provoqué un effondrement des secteurs économiques des centres-villes. Il s'en est évidemment suivi une hécatombe des petits commerces. Plus de 900 villes françaises sont devenues des refuges pour les pauvres et les vieux. Elles sont complètement dépourvues d'aucune activité. Les fractures territoriales évoquées ne sont qu'une fausse préoccupation des élus locaux et nationaux. L'attractivité des hypermarchés et de leurs galeries marchandes de périphérie empêche toute possibilité d'un retour en arrière. Tout, dans leur organisation, a été conçu pour une toujours plus grande attractivité constamment améliorée et une très grande facilité d'accès, avec des zones de desserte de bus à partir des cœurs de ville. Les centres-villes sont destinés à devenir des déserts économiques dépourvus de leurs animations traditionnelles. Il devra donc y avoir une adaptation, de gré ou de force, à cette situation irréversible. Une première alerte avait eu lieu à partir du dépeuplement des villages. La gangrène s'est étendue aux petites villes et maintenant elle s'attaque aux villes de grande importance vers un déclin économique des régions.
Les petits commerces, mais aussi l'artisanat, ne peuvent plus assumer ni leur loyer ni leurs charges devenant toujours plus élevées. Ils sont remplacés par les banques, les assurances, les opticiens et peut-être provisoirement par les marchands de téléphonie mobile, également présents dans les galeries commerciales des hyper. Tout le tissu économique périclité est en cours de désagrégation. Il s'ensuit une perte des services publics qui n'ont plus d'utilité à rester dans ces déserts économiques. Les opérateurs des télécommunications ont leur part de responsabilité à assumer dans leur choix de couverture du territoire. Ils sont plus préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs installations que par un souci de service public. Il est aussi du ressort des élus de favoriser une expansion de l'accessibilité à tous. Des territoires conséquents sont complètement dépourvus des nouveaux moyens de communication par Internet. Les responsables politiques, nationaux et locaux, n'ont plus aucun pouvoir décisionnel. C'est le système économique qui dirige à leur place. Les choix précédemment réalisés dans les moyens des transports publics sont totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui concerne les besoins. Le choix du TGV est un choix imposé par décision politico-économique, mais complètement dépourvu de rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de gares. Il en est de même pour les aéroports dont la grande majorité est sans rentabilité et ils sont maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des habitants qui ne les utilisent pas. Les mutations économiques sont établies par les dirigeants économiques, pour leur seul profit, encore et toujours. Une culture du chômage a été sciemment installée, au détriment des valeurs instructives des modèles de l'enseignement. Les savoirs prodigués en scolarité sont en total déphasage pour des enfants qui ne voient plus aucun intérêt à apprendre si c'est pour la seule perspective de devenir chômeurs. Les enfants des zones rurales sont les déshérités de l'éducation nationale. Le taux de paupérisation devient une poudrière qui pourrait éclater prochainement. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Les mécanismes biologiques. L'eau est d'abord un liquide aux propriétés particulières. Elle est un composé chimique de molécules en interaction H2O particulièrement complexes. Ces particularités complexes résultent des capacités de ces molécules à s'agglutiner, temporairement, et de former des réseaux. L'eau a aussi la particularité de s'évaporer par échauffement ou de se structurer en une masse de glace plus légère que l'eau. L'eau pourrait avoir une autre propriété, celle de conserver l'empreinte de substances y ayant transité. Un avantage pour la recherche pharmaceutique. Mais cela n'est pas aussi simple à faire admettre par la communauté de ces chercheurs. La subordination de la recherche scientifique aux lobbyistes économiques et pharmaceutiques verrouille tous les systèmes de recherche ne correspondant pas aux attentes économiques. L'injection des énormes capitaux dans les gigantesques structures économico-scientifiques n'accorde aucune place à une recherche qui serait indépendante de leurs dogmes. Toutes les nouvelles idées émises, mais dérangeantes pour le système, sont irrémédiablement censurées. Il ne faut surtout pas compter sur les moyens d'information scientifique de pouvoir déroger à la tendance, il reste à la subordination des pouvoirs économiques. La sélection n'est possible que par la soumission aux forces exercées. Les carriéristes en sont très conscients. Dans ce système, la parole médiatique est plus importante que les résultats obtenus. La recherche d'une reconnaissance scientifique doit s'accompagner d'une légitimité avec le système. Les institutions sont les gardiennes d'une science officialisée qui n'accorde sa bénédiction qu'à ceux qui respectent les codes, en dehors de tout esprit d'une saine recherche scientifique. Un modèle d'évaluation est donc instauré pour défendre les dogmes imposés. Les procédures de censure et de verrouillage l'emportent largement concernant toutes les recherches qui ne correspondraient pas au paradigme en vigueur. Tous les niveaux de la recherche fondamentale, en opposition à la recherche appliquée, se heurteront à ces niveaux oligarchiques scientifiques établis. En 1982, des expériences en recherche biologique avaient été réalisées dans l'unité 200 de l'INSERM, à Clamart. Il s'agissait de recherches in vitro sur des produits à haute dissolution. La médecine, homéopathique, est basée sur des effets médicamenteux, à partir de très faibles doses de principes actifs. Ces très faibles doses se situant en dessous du seuil d'efficacité généralement admis en médecine traditionnelle. Ces recherches étaient alors contraires à la possibilité d'une activité biologique de type moléculaire, en l'absence de molécules.
Les niveaux de recherche avaient été établis à partir de dilutions répétitives d'une solution contenant de l'anti-IgE, anti-immunoglobuline, qui est un anticorps, soit des protéines indispensables au système immunitaire, puisqu'ils sont chargés de détecter des éléments indésirables dans la circulation sanguine, et de recruter des cellules pouvant lutter contre le développement de ces éléments indésirables dans notre organisme. Au fur et à mesure des dilutions d'une solution contenant de l'anti-IgE, les effets sur les globules blancs, basophiles, qui sont un type de globule blanc dont la particularité est de posséder des granules, sortes de grains intracellulaires dont la particularité est d'être sensibles à un processus de dégranulation, agréant le bon fonctionnement des tests, et permettant leur sensibilité à certains antigènes, qui créent des allergies chez certaines personnes, commenceraient d'abord à diminuer puis, au-delà d'un certain seuil de dilution, ils reprendraient leurs effets de façon inexplicable. En effet, à partir de la 9e dilution décimale, aucun principe actif n'est censé pouvoir agir en raison du très faible nombre de molécules de ce principe actif, encore présentes dans la dilution utilisée. L'expérimentation consistait à utiliser une dose de principe actif dans un tube à essai numéro 1, contenant de l'eau désionisée, c'est-à-dire complètement purifiée de ses sels naturels. Pour obtenir une première dilution décimale, il est retiré 1/10 de la substance du tube numéro 1 qui est transféré dans un tube à essai numéro 2, contenant lui aussi de l'eau désionisée au volume de 9/10. Les tubes étaient alors violemment agités mécaniquement, pendant 15 secondes. Et ainsi de suite, avec toutes les rigueurs professionnelles indispensables, utilisées par les expérimentateurs. Arrivé à la 9e dilution, soit à 1/1000 de la dose utilisée, pour un test en biologie classique, une reprise d'activité des principes actifs était alors constatée. De très nombreux tests auraient ensuite été effectués, selon des protocoles bien rodés, pour pouvoir déterminer la véracité sans ambiguïté du résultat précédemment constaté. En l'occurrence, des protocoles de contrôle auraient également été rajoutés, en raison du caractère particulier obtenu par le phénomène constaté. Dans le souci de plus grandes investigations, les biochimistes à l'origine de ces recherches auraient expérimenté des dilutions progressives allant jusqu'à la 120e décimale, 1/10, -120 soit, un suivi de 120 zéros. Dans les graphiques obtenus et nécessaires à une meilleure compréhension, réalisée à partir de ces nouvelles expériences, il avait été constaté des pics d'activité suivis de chutes d'activité en alternance. En termes statistiques, le constat qui s'imposait était une insuffisance de molécules, ou même d'une absence totale du principe actif, permettant l'obtention d'une réaction, à partir d'une dilution décimale correspondant à 1/10, -15. En regard de ces résultats, les laboratoires homéopathiques de France auraient établi des contrats avec protocole de recherche, co-signés par l'INSERM. Ils auraient permis d'étudier les effets des médicaments homéopathiques, qui sont, par définition, composés de substances à haute dilution, grâce à des niveaux d'investigation plus affinés. Ces protocoles auraient été réalisés sur la base des résultats des investigations précédemment constatées. Ils auraient été établis avec la même rigueur que ceux conclus avec l'industrie pharmaceutique classique. Les instances homéopathiques accueillirent les confirmations des précédents résultats avec enthousiasme, puisqu'ils émanaient d'un centre de recherche de l'INSERM. Cependant, les résultats divulgués paraissant incompatibles avec les fondements de la biologie traditionnelle qui précisent qu'il ne peut exister d'activité biologique en dehors de la présence des molécules d'un principe actif. Aussi est-il intéressant de définir que les conclusions des travaux n'engageaient pas de processus thérapeutique. Il s'agissait simplement d'une divulgation des résultats obtenus, à partir de recherches sciemment contrôlées, d'un effet biologique constaté. La divulgation des résultats obtenus permettait de porter à la connaissance d'autres instances de recherche dans le monde, de pouvoir reprendre les études à partir des bases de travail, pour la confirmation ou l'infirmation des résultats établis. Les résultats définitifs se seraient avérés sans équivoque. Tout se passe comme si l'eau se souvenait de la molécule. Il avait aussi été précisé que les résultats ne permettaient pas de donner des explications. Le principe de réserve était donc appliqué. Pourtant, s'il peut exister un effet biologique sans molécule de principe actif ainsi constaté, cela précise que les connaissances en physique, chimie et en biologie demeuraient encore insuffisantes. Chaque nouvelle découverte devrait pouvoir faire l'objet de répercussions sur les modèles économiques en vigueur.
Le constat expérimental d'un phénomène reproductible devrait aboutir à des interrogations sur la signification et les mécanismes qui interagissent, afin de pouvoir comprendre ce qui n'est pas compréhensible à un moment donné. Un nouveau niveau de recherche aurait dû s'engager vers la confirmation du phénomène dans d'autres systèmes biologiques. L'étude des systèmes biologiques par des manipulations physico-chimiques et étudier les comportements de ces activités inhabituelles. Entreprendre des coopérations multidisciplinaires internationales, avec des physiciens et des chimistes ayant les compétences pour pouvoir aborder ce sujet de recherche. Ce sont là les démarches normales de la recherche expérimentale. Les considérations des experts étant au contraire motivées par le souci d'écarter définitivement toute recherche sur le souvenir d'une molécule par l'eau, en raison des conséquences trop favorables à une médecine controversée, celle de l'homéopathie, au détriment de la médecine classique, et aux enjeux économiques considérables. Ce sujet a donc fait partie des nombreuses censures scientifiques. Les fictions de la science. Tome 1. En aparté. Les tribunaux privés. Des accords de libre-échange sont conclus entre l'Union européenne et d'autres pays. Ils auraient dû être de la compétence exclusive des juridictions de l'UE, en cas de difficultés, correspondant aux entreprises concernées. Or, dans les désaccords intervenant entre des entreprises privées multinationales, des tribunaux d'arbitrage privés seront constitués. Il s'agit là d'une jurisprudence très particulière. Ces tribunaux sont également devenus compétents pour régler des litiges qui opposent les entreprises multinationales et les États. Au lieu d'être soumises aux droits de l'État, dans lequel elles exercent leurs activités, ces multinationales ont établi de régler leurs différends avec un État, par l'intermédiaire des tribunaux d'arbitrage privés. À titre d'exemple, le traité transatlantique de libre-échange appelé TAFTA, est censé pouvoir faire mieux se développer l'économie à travers une harmonisation des normes entre l'Union européenne et les États-Unis. Un traité de libre-échange a aussi été signé avec le Canada appelé CETA. Mais la question est de savoir quelles en seront les conséquences envers les citoyens de l'UE. Or, il s'avère que les conseillers des négociateurs sont des lobbyistes et les négociations se déroulent à huis clos, c'est-à-dire sans moyen d'information. Dans ce contexte particulier, il convient de savoir que les États-Unis ont accepté les viandes aux hormones, les animaux issus du clonage, les poulets traités au chlore ainsi que le génie génétique par manipulation des gènes sur les plantes et les animaux. Dans l'espace de l'Union européenne, ces pratiques sont strictement interdites. Mais, les lobbyistes sont parfaitement déterminés à faire adopter leurs exigences de rendement privé, notamment pour la mise en service en Europe de l'extraction des gaz de schiste, avec toutes les conséquences des dégâts environnementaux déjà survenus et connus aux USA. Les seuls gagnants, dans ces modèles de tractation, sont évidemment les grands groupes internationaux et les banques privées au détriment des populations. Dans ce nouvel organigramme international, les lois établies par les États, en confrontation avec une entreprise multinationale, deviennent toutes caduques. Cela revient à admettre que ce sont les lois décidées par les entreprises multinationales qui prévalent sur toutes les autres réglementations nationales. Et il apparaît évident, au regard des statistiques, que les tribunaux d'arbitrage privés s'efforcent, à tout prix, de favoriser les entreprises multinationales au détriment des États, en ce qui concerne leurs sentences prononcées. 2 fois sur 3 les entreprises sont gagnantes. À titre d'exemple, un État a décidé que le tabagisme est une drogue et qu'il y a lieu de créer une loi anti-tabac, pour l'amélioration de la santé de ses concitoyens. Cependant, une entreprise multinationale de manufacture du tabac s'était précédemment implantée dans ce pays. Elle a pu porter cette loi devant les tribunaux d'arbitrage privés, et faire condamner le pays concerné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé, au regard du volume de cigarettes qui ne sera plus vendu dans ce pays. Au regard du droit des entreprises multinationales, l'État concerné sera effectivement condamné aux dommages-intérêts pour le préjudice causé. Aucune loi nationale n'a donc plus d'utilité au regard des entreprises internationales et multinationales. Il convient d'être conscient que les entreprises multinationales ont souvent des budgets bien supérieurs à celui des États dans lesquels elles officient. Elles ont donc ainsi le pouvoir d'imposer tous les dictats qu'elles voudront à n'importe quel État. Elles pourront imposer leurs modèles dictatoriaux à n'importe quel pays. Plus aucun pays ne pourra plus prendre de décisions qui puissent être contraires à des contrats précédemment conclus par les entreprises multinationales déjà installées sur leur territoire.
Ce sont les multinationales avec leurs tribunaux d'arbitrage privés qui vont pouvoir imposer leurs lois. Il en ira ainsi avec tous les nouveaux accords de libre-échange conclus avec le Canada, les États-Unis, la Chine. Les multinationales auront, par ce fait, le pouvoir de racketter des États ou de les contraindre, par divers moyens de pression dont elles ont la suprématie, à accepter leurs exigences. Ces tribunaux n'ont pas à respecter les codes de la déontologie régissant les juridictions publiques. Ils siègent dans le pays qui leur apparaît le plus favorable à faire valoir les intérêts des entreprises qu'ils représentent. Cette justice privée n'est pas du tout adaptée à régler des différends, mettant en jeu de façon prépondérante des intérêts publics, mais elle sert seulement à satisfaire les intérêts particuliers des entreprises et des banques privées. Les États, ne respectant pas les fonctionnements normaux d'une justice privée, les intérêts particuliers des entreprises doivent donc être soustraits à la justice des États. Par ailleurs, les sentences enregistrées, par les tribunaux étatiques qui résultent du système judiciaire du service public, sont beaucoup trop injustes dans leur modèle de fonctionnement, pour permettre la divulgation de la vérité, selon l'avis des acteurs privés. La plaidoirie d'un avocat qui est d'environ 20 minutes dans la justice publique, peut être de 3 jours dans les tribunaux d'arbitrage privés. Les résultats ne peuvent évidemment pas être identiques. Les émoluments des juges dans les TAP ne sont pas en commune mesure avec ceux des tribunaux publics. Des États ont cherché à prendre des mesures d'intérêt général, en légiférant par exemple sur la nocivité du tabac pour pouvoir lutter contre le cancer des fumeurs ou sur celle des boissons sucrées pour pouvoir lutter contre l'obésité des enfants et de celle des adultes, ou encore de pouvoir lutter pour la protection de l'environnement. Ils se sont vus être condamnés par les tribunaux d'arbitrage privés à payer des montants de dédommagement dépassant leur budget. Ce mécanisme, qui a été introduit dans les traités commerciaux, est là pour protéger les investissements des multinationales. Le jugement rendu par ces tribunaux particuliers est sans appel. L'intérêt général des citoyens est ainsi livré à la vindicte des entreprises multinationales. Plus aucune mesure d'intérêt général ou environnemental ne peut plus être prise, ni sur le plan local ni sur le plan étatique. L'arbitrage ne signifie pas la médiation. Le recours en contentieux ne permet pas de médiation, sauf pour des cas très rares et très particuliers touchant l'armement et la sécurité du territoire. Il y a surtout que les entreprises qui entrent en litige deviennent très menaçantes en précisant qu'un État qui s'aventurerait à les attaquer prendrait le risque de perdre tous ses investisseurs. Avec le prétexte que des États pourraient prendre le risque de sacrifier des droits de propriété intellectuelle, dans le seul but d'atteindre des objectifs de santé publique, signé Philippe Maurice Cigarettier. La santé commerciale d'une entreprise serait donc supérieure à celle des populations. Les sentences arbitrales privées ne sont pas publiées, ni livrables à un arbitraire médiatique, qui serait réalisé par des pseudo-experts des circuits de l'information. Les relations d'affaires doivent rester confidentielles. Il n'y a pas de possibilité de consultation de la décision, sauf dans les cas très particuliers précités, à l'inverse des tribunaux ordinaires publics où tout est consultable. Par ailleurs, plusieurs entreprises peuvent attaquer en simultanéité un même État. L'Argentine en est une très triste illustration en subissant 42 attaques d'entreprises. Parmi elles il y avait 2 entreprises françaises. Or, la troisième juge-arbitre, choisie par Vivendi et Suez, dans le litige les opposant à l'État argentin, siège aussi au conseil d'administration de la banque UBS, actionnaire principal de Vivendi et de Suez. Ce système judiciaire privé qui est d'un fonctionnement très particulier aurait été mis en œuvre pour pouvoir s'informer, dans le détail, des points techniques d'un dossier, compte tenu des complexités de chaque entreprise, et de chaque pays ayant ses propres législations et règlements. Ce sont des groupes privés qui organisent les recours. À titre d'exemple, un cabinet privé, Gabriel Resources, dont le PDG est irlandais, gagne 600 000 € annuels, hors prime. Ce groupe possède 40 salariés et 2 filiales à Jersey et à la Barbade. Ces cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires sont tenus à 3 critères importants que sont la technicité, la confidentialité et la neutralité. Leurs interventions seront particulièrement stratégiques pour les entreprises représentées dans le modèle d'arbitrage qui y sera organisé. Il s'agira de la résolution d'un ou plusieurs différends, opposant la stratégie d'une entreprise ou banque internationale et multinationale, à la législation particulière d'un État.
Les tribunaux d'arbitrage privés ont été créés pour pouvoir pallier aux déficiences des tribunaux des États qui ne détiennent pas les moyens techniques, ni financiers, ni de compétences, pour pouvoir assumer de telles investigations. Ils ont surtout pour tâche principale la protection des investissements des grandes entreprises, vis-à-vis des États, dans lesquels les entreprises qu'ils représentent, exercent. Il s'agit donc bien de la gestion des conflits d'intérêts privés pour des opérateurs internationaux. Cette situation devient d'autant plus catastrophique que les États ne cessent d'établir des accords de partenariat entre eux, dans le but d'attirer des investisseurs étrangers. En échange, en cas de litige, les entreprises reçoivent la garantie de pouvoir attaquer en justice, auprès des tribunaux d'arbitrage privés, leur pays d'accueil, pour le dédommagement éventuel des investisseurs. Les décisions des tribunaux d'arbitrage privés permettent surtout et d'abord de servir d'exemple à d'éventuelles tentations d'action étatique qui pourraient être défavorables aux intérêts des acteurs privés internationaux. La soi-disant indépendance impartiale des juges-arbitres peut aussi apparaître douteuse. Une annulation par la Cour de cassation française de la sentence d'un tribunal d'arbitrage privé en est un exemple. Dans l'examen du dossier d'un ancien ministre et homme d'affaires, des liens très étroits entre le plaignant qui avait obtenu satisfaction et le juge-arbitre qui le représentait ont été facilement mis en évidence. Un cas similaire a été relevé en Allemagne, dans un litige opposant un exploitant d'une centrale à charbon et une ville qui refusait une utilisation dispendieuse de l'eau de la rivière située à proximité, par les liens particuliers déterminés à l'encontre d'une juge-arbitre, qui serait, par ce fait, devenue juge et partie. La Commission européenne a proposé aux États-Unis de modifier les règles régissant l'organisation des tribunaux d'arbitrage privés, afin de régler les conflits d'intérêts déjà relevés, sans réponse à ce jour. Comment les tribunaux d'arbitrage privés sont-ils désignés? Soit les parties recourent à la désignation directe des arbitres, soit ils nomment un tiers chargé de désigner les arbitres. Une organisation pour l'harmonisation du droit des affaires prévoit la prééminence de la volonté des parties pour constituer le tribunal arbitral privé. Dans le cas d'un arbitrage par un arbitre unique, les parties s'accordent sur le choix d'un juge-arbitre. Dans le cas d'un arbitrage par 3 arbitres, chacune des 2 parties concernées nomme son juge-arbitre chargé de le représenter, et ces 2 juges-arbitres en désigneront un 3e, d'un commun accord. La procédure arbitrale, d'une instance arbitrale est donc laissée à la liberté des juges-arbitres. En cas de mésentente des parties en litige, le tribunal arbitral privé procède à l'arbitrage qu'il juge le mieux approprié. Les parties doivent être traitées d'une façon équitable pour faire valoir leurs droits. On sait ce qu'il peut en résulter. Les procédures arbitrales d'un tribunal arbitral privé sont engagées dès le constat d'un litige et de la constitution d'une instance arbitrale qui instruit les dossiers avec un éventuel recours aux expertises. Il est alors admis, comme postulat, que les intérêts privés d'une banque ou d'une entreprise internationale sont considérés comme étant supérieurs à l'intérêt général d'une collectivité locale ou d'un État. Les juges-arbitres, qui sont à la fois juges et avocats de la défense ou des plaignants, et cela à tour de rôle, statuent en fonction des moyens mis en œuvre par les parties et d'une façon contradictoire. Les juges-arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou en équité avec l'accord des parties. La sentence arbitrale doit être assortie d'une motivation de la décision. Elle a l'autorité de la chose jugée, elle a aussi pour effet de dessaisir l'arbitre du litige, ce qui signifie que toute responsabilité lui est ensuite retirée. La sentence arbitrale n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Le salaire horaire officiel d'un juge-arbitre avocat est en moyenne de 1 000 €. Le problème serait maintenant de savoir quelle serait l'équité du représentant, éventuellement corrompu, d'un État qu'il serait censé être chargé de représenter et de défendre. Des cabinets d'avocats juges sont chargés de contacter les entreprises pour leur montrer les profits qu'ils obtiendraient en portant plainte auprès des tribunaux arbitraux privés, à l'encontre des collectivités locales ou des États. Par exemple, une entreprise canadienne a transféré son siège aux États-Unis pour pouvoir porter plainte contre l'État canadien. Il se charge également de collecter des fonds permettant ainsi aux entreprises plaignantes à financer les procédures judiciaires privées devant être engagées.
L'Allemagne, qui a engagé une procédure de fermeture de ses centrales atomiques de production d'électricité, ferait l'objet d'un dépôt de plainte judiciaire d'arbitrage privé pour le préjudice causé par la suppression de l'exploitation des centrales. Tous les prétextes sont utilisables pour pouvoir porter plainte. Il suffit de connaître la moralité des avocats. Comment les multinationales, entreprises et banques confortent-elles leur pouvoir? Tout simplement en recrutant les anciens hauts responsables publics. Des exemples, une banque privée américaine recrute les anciens présidents de la Commission européenne, qui deviennent ainsi présidents de ses affaires internationales, et d'un ancien Premier ministre danois qui connaissait bien certains dossiers et notamment celui de la Compagnie nationale danoise d'électricité dont ils ont pu ensuite acheter des parts sociales, très lucratives. Une autre recrute l'ancien Premier ministre britannique, une entreprise d'acheminement du gaz russe recrute un ancien chancelier allemand, une entreprise multinationale des taxis recrute l'ancienne commissaire européenne chargée de la concurrence, qui avait précédemment statué en faveur de cette entreprise. Toutes ces entreprises et banques privées accèdent ainsi à des informations majeures sur les fonctions publiques précédemment dévolues à ses représentants, de ses carnets d'adresses et de ses réseaux. Mais il y aurait aussi des recrutements ultérieurs, pour des services rendus précédemment, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques. Il y a également le recrutement inverse où des hauts responsables d'entreprises et de banques privées accèdent aux hautes fonctions étatiques. Le président de la Banque centrale européenne, chargé de réguler toute la politique de la zone euro, est un ancien très haut cadre de Goldman Sachs. Un président de la République française, après avoir fait l'École nationale de l'administration, est ensuite devenu un haut cadre auprès de la Banque Rothschild. Où est-ce que se situe alors l'intérêt général prôné par les hauts responsables publics? Cela ressemble à de la corruption en bande organisée, a posteriori. La porosité est donc totale entre le privé et le public et vice-versa. Ce sont bien les multinationales, banques et entreprises privées qui organisent le fonctionnement de la société humaine, évidemment pour leur seul profit. Il est ainsi plus facile de comprendre qu'après des crises financières ou des crises économiques, aucune régulation n'a été entreprise à l'encontre de leurs acteurs, puisque ce sont ces acteurs-là qui détiennent tous les pouvoirs. La collusion entre le pouvoir privé et les acteurs publics est totale. Cependant, une loi récente, votée au Parlement français, oblige les entreprises françaises à un devoir de vigilance, ce qui signifie qu'elles devront s'assurer, au préalable, que leurs sous-traitants ne puissent pas bafouer les droits humains. Les donneurs d'ordre pourraient ainsi être poursuivis, à voir. En effet, les lois et les règlements d'application de ces lois, étatiques ou européennes, deviennent caduques dès que les procédures d'un tribunal arbitral privé sont engagées. Le fonctionnement démocratique des représentants du peuple devient ainsi illégitime. Pendant ce temps, les procédures des TAP deviendraient mafieuses, en référence aux dérives de ces tribunaux arbitraux privés. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, le Canada et les États-Unis ont fait condamner l'Union européenne à lever sa barrière douanière, qu'elle avait érigée à partir de son refus d'importation des bœufs élevés aux hormones de croissance. L'OMC a de plus autorisé les plaignants à taxer, en représailles, les produits importés depuis l'UE. De son côté, le Fonds monétaire international a l'Allemagne en ligne de mire, à cause de la pauvreté grandissante de sa population. Qu'en est-il donc de la réussite du modèle économique allemand, tellement glorifié en France? L'extrême pauvreté s'y serait particulièrement renforcée. Or, c'est la chancelière allemande qui a imposé les plans de rigueur successifs aux dirigeants grecs. L'économie grecque en est devenue exsangue et le peuple grec, et tout particulièrement ses retraités, en supportent encore les conséquences. Ce sont aussi les retraités qui sont attaqués en France par l'instauration de nouveaux impôts créés à leur encontre, et peu importe le prétexte invoqué. Le pouvoir financier a une stratégie, elle consiste à ruiner tous les systèmes de protection sociale encore existants. Nota, ces textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 2. Les fictions de la science. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes.
Le livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte,